Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enquête et Débat. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Ranoux. Bonjour. Bonjour. Alors, Nicolas Ranoux a 30 ans. C'est un futur avocat en mai, là. En mai. Incessamment, donc. À Meaux. En mai à Meaux. Et je l'ai invité parce qu'il est rédacteur du site en ligne Contrepoint. Et, comment on peut dire, le rédacteur en chef ou... Non. Un des rédacteurs et un des administrateurs du site Contrepoint. Mais par rapport à ce livre, donc je le montre là, c'est en fait une sorte de best-of, comme c'est écrit dessus, des meilleurs textes parus sur Contrepoint pendant quelle période ? Jusqu'à ce début d'année, en fait, jusqu'à décembre dernier. On va dire. Et depuis longtemps ? Alors, c'était principalement l'année dernière, mais on retrouve 2 ou 3 textes qui étaient antérieurs, mais qui valaient la peine d'être publiés. Voilà. Alors, avant de passer à ce livre, pour les gens qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Contrepoint, d'où est née l'idée, et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors, Contrepoint, donc, c'est un magazine libéral en ligne qui rassemble actuellement 150 000 visiteurs uniques par mois. Donc, c'est l'un des principaux médias libéraux en France, si ce n'est le principal. Ça vient de libéraux.org, en fait. C'était une émanation du forum qui a eu plusieurs projets, dont Wikilibéral, l'encyclopédie en ligne libérale, d'autres projets, notamment donc Contrepoint, le journal en ligne, dont la matrice était créée depuis 4-5 ans, mais qui diffusait des critiques littéraires, des textes philosophiques à petite échelle, et qui a donc véritablement démarré il y a à peu près 2 ans, où il y a eu un effet piranha, les contributeurs se sont agrégés autour de la structure de Contrepoint, et au fur et à mesure, on a eu de plus en plus d'auteurs réguliers, d'auteurs partenaires. C'est quoi l'effet piranha ? L'effet piranha, c'est-à-dire ça accroche. C'est-à-dire une personne se lance et les autres personnes accrochent et se mettent par-dessus. C'est un terme qu'on trouvait... je crois que c'est appliqué surtout à Wikipédia, ce terme. Ouais. Et donc, vous êtes bénévole ? Alors, il n'y a que des bénévoles dans l'association. Maintenant, on a un stagiaire. Ouais. Donc, vous avez recruté... J'avais vu passer une offre d'emploi à un moment. Ah oui. C'était ça ? Vraisemblablement. Alors, donc Contrepoint, donc vous avez une bonne audience et aujourd'hui... disons, si on cherche la vision libérale d'un thème, quel qu'il soit, d'actualité ou pas, on va sur le site, on utilise le moteur de recherche éventuellement. Vous êtes très lié à l'actualité ou pas trop ? Alors on est de plus en plus lié à l'actualité, même si on garde d'importants textes de fond, philosophiques, voire des textes, des analyses politiques qui restent assez intemporelles. On colle pas mal sur l'actualité grâce à nos dessinateurs René Monzec et grâce à des traductions variées d'articles anglais qui nous paraissaient plus pertinents, ainsi que de contributions originales de nos rédacteurs, ainsi que les rédacteurs partenaires. Donc on colle à l'actualité grâce à ça. D'accord. Et vous êtes à peu près combien à travailler sur Contrepoint ? Alors c'est une question... beaucoup de monde travaille, mais à des échelles très différentes. On a 2 rédacteurs en chef qui font la majeure partie du travail, maintenant épaulés donc, par un stagiaire. On a plusieurs blogueurs intégrés dans l'équipe qui font un énorme travail, notamment H16. H16, oui. Voilà, et puis ensuite, au-delà de ces personnes, il doit être une dizaine, quelque chose comme ça. Dizaine ? D'accord. C'est tellement informel, ça bouge beaucoup, Ouais. les personnes entrent, les personnes sortent, voilà. Et vous publiez combien d'articles par jour à peu près ? Une dizaine, quelque chose comme ça. Une dizaine, donc c'est... Ouais, il me semble. C'est surtout, souvent, c'est des articles très très longs. Ah non, on trouve de tout. Il y en a qui sont plutôt courts, d'autres qui sont plus longs. Ça dépend aussi, parce qu'un sujet peut se prêter à une couverture très rapide ou à une couverture beaucoup plus longue. Ouais. Et puis, certains articles pourront être longs, mais pour avoir un deuxième article qui traite de la même chose, mais avec un angle différent, qui sera aussi très long. Donc on peut avoir des articles en plus extrêmement longs. Et là, par rapport à la campagne présidentielle, j'imagine que vous ne soutenez pas de candidat en particulier ? Non, on ne soutient pas de candidat pour l'instant. Donc il y a des initiatives libérales dans des sens différents. Ouais. Donc il y a Bastia, Ouais. il y a Bérou. Ouais. Et rejoint par le PLD notamment. Voilà. Et nous, pour l'instant... Vous n'êtes pas positionné. Voilà, c'est pas positionné. D'accord. Et on verra. Vous verrez. D'ailleurs, on a fait des articles dans Best of sur les Ouais. 2 principaux candidats. Donc il y a un article sur François Hollande Ouais. et un article sur Nicolas Sarkozy. D'accord. Alors justement, venons-y à ce best-of. Donc c'est un livre, déjà c'est important de le dire, qui coûte 8,81 €, donc c'est pas cher du tout pour 175 pages, disons. Ou 13,91 quand on l'achète à distance. Oui, parce qu'il faut payer les frais de port. Donc comment vous est venue l'idée de regrouper les meilleurs textes et comment vous avez fait le tri ? Parce que après tout, ça voudrait dire que les autres articles sont moins bons. Oh.
Alors, il a fallu respecter plusieurs contraintes. Déjà, il fallait quand même traiter un certain panel de sujets différents, en recopiant la matrice de contrepoint. Donc, on a repris le plan de contrepoint au niveau des rubriques. Donc, pour le coup, c'est pas extrêmement original. Hein. C'est économie, internationale, politique, sociale, société, environnement, lecture et culture, histoire. Ensuite, il a fallu faire varier aussi les points de vue, trouver des articles qui représentaient la variété des points de vue de contrepoint. Et comment est-ce que ça s'est fait concrètement? Ça s'est fait en fait de façon très naturelle. On a, sur un fil donc des rédacteurs, des principaux rédacteurs, on a demandé aux personnes de citer les articles qu'ils avaient envie de voir publiés. Et ensuite, démocratiquement. Voilà, et libéralement. Ouais. Et à partir de cette matrice, j'ai ajouté les textes qui manquaient pour avoir un panel complet. Des bons articles évidemment, et ça donnait donc un document qui était trop long, duquel on a dû enlever malheureusement quelques articles, et on a obtenu donc l'ouvrage que vous avez. C'est ça. Et pourquoi pas faire plus long justement? Parce que après tout, 300 pages, c'est la... Alors parce qu'on veut que ce soit quand même un livre pas académique, on veut que ce soit un livre, alors c'est sérieux, hein, les articles sont dedans, mais on veut que l'approche reste facile. Et c'est plus facile de prendre un livre de 176 pages qu'un livre de 250 pages. Le poids change, c'est pas pareil. Donc on l'a aussi appelé best-of aussi dans cette optique. On le prend, on le lit, on le feuillette. Il n'y a pas du tout de complexe à avoir. Ça se lit comme ça. Alors, est-ce que le but c'est de toucher des gens qui ne lisent pas Contrepoint aujourd'hui? Alors ça permet, il y a en partie ça. On cherche à travers ce livre à faire plaisir à nos fidèles, puisqu'ils trouveront plaisir à nous trouver sur papier. Ça permet aussi d'avoir une rétrospective, mais ça permet aussi effectivement de nous faire connaître, puisqu'on peut vendre ce livre à des personnes qui nous connaissent mal, le faire offrir, ou tout simplement nous-mêmes l'offrir à des journalistes et à nos auteurs. Est-ce que les médias parlent de vous justement ou... Oui, ils parlent un petit peu de nous. On a eu un passage à Radio Courtoisie, on a été passé auparavant à France Inter très brièvement, et puis on est mentionné dans différents journaux en lien avec les libéraux. D'accord. Parce que il faut reconnaître que le libéralisme aujourd'hui est diabolisé. Oui. C'est peut-être la tendance politique la plus diabolisée aujourd'hui, quoi qu'on en dise, hein, parce que tout le monde est contre. Voilà, tout le monde est contre. 100% des intellectuels sont contre la pensée unique libérale, c'est assez impressionnant. Ouais. Alors que les libéraux sont très très mal représentés dans le paysage médiatique. La preuve en est, d'ailleurs, le succès de Contrepoint, puisque si nous sommes bons, il faut aussi dire que nous avons une niche, puisque le libéralisme n'est pas défendu par les médias actuellement, et le succès de Contrepoint le montre. Et alors vous savez que c'est pas ce que disent la plupart de ceux qui critiquent le libéralisme, puisqu'ils disent que le libéralisme est partout, justement. Oui. Partout, mais quand on demande de le définir concrètement, on voit que c'est une rationalisation des politiques derrière la marche du monde. Ils vous diront que Barroso est libéral, Hollande est libéral, Sarkozy est libéral, Attaque est libéral, non peut-être pas. Non, peut-être pas. Act Up est libéral. En fait, tout ce qu'on a envie de critiquer devient libéral. Mais bon, si on va voir par exemple des auteurs comme Hayek, un de ses principaux points, c'est de refuser la mathématisation de l'économie, le scientisme, etc. Et que vont dire les anti-hayekiens? Ils vont dire, regardez, c'est lui derrière la mathématisation, la financiarisation de l'économie. Ça vient d'une ignorance ou d'une Je méconnaissance? pense que le discours antilibéral fonctionne en grande partie en circuit fermé. Ils se lisent les uns les autres. Ils ne lisent surtout pas Hayek, Mises, Milton Friedman. C'est ça, et on pourrait faire la même critique aux libéraux, parce que souvent, et j'allais y venir, sur Contrepoint justement, il n'y a que des articles pro-libéraux, et c'est normal, c'est votre choix au départ. Mais par exemple, nous ici, on défend la liberté d'expression, dans son sens large, la nôtre évidemment, mais y compris et surtout celle de ceux qui sont opposés à nous. Tout à fait. Et alors, vous, j'imagine que vous la défendez aussi, mais vous ne la défendez pas sur le site. On la défend sur le site. Mais ce n'est pas parce qu'on la défend qu'on va publier nos adversaires. Nos adversaires peuvent se publier ailleurs. Bien sûr. Si en revanche, un de nos adversaires ne trouvait aucune publication parce qu'il était censuré, ça reste quand même un cas extrême, et ben on pourrait le publier. C'est déjà arrivé? Non, c'est pareil. Bon, alors, nous n'avons pas été sollicités dans ce sens. Peut-être vous le serez à l'avenir, et vous pensez que ça sera... Enfin, tu penses que ça sera simple de trancher, par exemple? Nous défendons la liberté d'expression, et nous en tirerons les conséquences s'il y a besoin. Parce que ça, c'est ce qui est le plus intéressant sur notre site, c'est que du coup les gens sont un peu perdus, ils savent plus trop si on est libéraux, si on l'est pas, si on défend l'État, si on défend l'islam, je sais pas quoi. Alors que nous, on a pris le parti justement de tout publier dès lors que c'était légal, hein, en gros. C'était un minimum argumenté. Donc ça, c'est la définition du libéralisme. Pourquoi aujourd'hui, c'est pas reconnu comme étant une des forces du libéralisme, la liberté d'expression?
Tout le monde se réclame de la liberté d'expression et tout le monde est contre le libéralisme. Alors, est-ce que tout le monde se réclame de la liberté d'expression? C'est pas si évident que ça, hein. Tout le monde se réclame vocalement de la liberté d'expression, mais de faire... Vocalement, oui, j'entends vocalement. En pratique, la liberté d'expression n'est pas du tout un principe à la mode. Donc, tout le monde dira qu'il est pour la liberté d'expression, mais de fait, si si son adversaire politique se prend un procès et est condamné parce qu'il a dit ceci ou cela, tout le monde se frottera les mains et dit bien fait pour lui. C'est pas notre cas. Après, jusqu'où ça va, par exemple, est-ce que tu serais pour que aujourd'hui l'humanité, par exemple, est subventionnée par l'État? Oui. Et on sait très bien que si c'était plus subventionné, ça se vendrait plus, parce que ça ferait faillite, ça aurait fait faillite depuis très longtemps. Est-ce que tu es pour que l'État continue de subventionner l'humanité parce que c'est pour la liberté d'expression? Ou le pluralisme? Je ne vois pas... pour le pluralisme. Pour le pluralisme. Pas pour la liberté d'expression. Non, je pense que l'État ne devrait pas subventionner les journaux. En même temps, si j'étais cynique, je dirais tant mieux qu'il continue à maintenir à flot ce navire-là, puisque quoi qu'il arrive, les passions se rationalisent d'une façon ou d'une autre. Et si elle ne passait pas par l'humanité, elle passerait par autre chose, hein, par un magazine écolo, par un magazine altermondialiste, etc. Donc finalement, je préfère que ce soit sur cette passion morte de l'humanité que sur une passion excitée. Et alors, on parlait de la campagne. Qu'est-ce que tu penses de la percée de Mélenchon? Alors la percée, elle reste quand même à concrétiser. C'est vrai que c'est plutôt lui qui a le vent en poupe, mais il part peut-être plus bas. Actuellement, il reste au niveau de Madame... de Marine Le Pen, voire un petit peu en dessous, et à peu près au niveau de Monsieur Bayrou. Donc... Enfin, si, il représente quand même des idées qui, théoriquement... Il représente aussi des catégories socio-professionnelles. On a remarqué que ce qui gagne en voix, il le fait aux dépens de M. Bayrou. C'est amusant, non? Et c'est parce qu'en fait, ce sont des votes de catégories socio-professionnelles élevées. Mais ça reste un réservoir très limité. Parce que quand tu l'entends dire le communisme n'a pas de sang jusqu'au coude, ou défendre très clairement le communisme, même dans son sens le plus strict, c'est-à-dire... l'État toujours plus fort, les riches, il faut tout leur prendre, au-delà de 300 000 euros par mois, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que la France est... Mais c'est très bien qu'ils puissent dire ces idées, et c'est très bien que des personnes puissent se sentir représentées par ces idées, et qu'elles expriment par un bulletin de vote leurs idées, que plutôt d'une manière plus violente. Donc c'est très bien. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, puisqu'ils sont aussi très violents, à l'encontre de Marine Le Pen notamment, et d'autres. Très violent, ça reste quand même... Non, très violent, ce serait une guerre civile. Là, on est vraiment... on est dans la haine politique habituelle, on n'est pas dans la violence. Donc ça ne te fait pas peur, Mélenchon? Ou le courant qu'il représente? Ou que Hollande passe, par exemple? Ah non. Non? Pourquoi? Tu penses que ça serait pas pire qu'aujourd'hui? On peut penser que les passions sont rationalisées contre les personnes qui sont au pouvoir. Tant que Sarkozy est au pouvoir, on peut imaginer que la gauche va continuer à gonfler, le discours antilibéral va continuer à gonfler. Parce que, bon gré mal gré, Sarkozy est bizarrement assigné à un libéral. Donc tant que la droite reste au pouvoir, les passions antilibérales augmentent. C'est le paradoxe. Quand Hollande arrivera au pouvoir, déjà, tout le monde sait qu'il n'appliquera pas son programme, puisqu'il est socialiste, un socialiste n'applique pas son programme. Et voilà. Donc tu penses, oui, ça peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que ça fera revenir le libéralisme à partir de ce moment-là, à partir du moment où la gauche sera au pouvoir, les passions se rationaliseront contre la gauche. Donc tout ce qui est à droite va reprendre du vent en poupe. D'accord. Alors, ça j'ai déjà posé comme question. Est-ce que quelle est la part d'articles, je ne sais pas à l'article près, mais enfin, la part d'articles non économiques dans le Contrepoint aujourd'hui? Alors c'est difficile à dire puisqu'on peut toujours traiter des sujets non économiques avec un angle plus ou moins économique, sans aller jusqu'à l'économisme. Donc, c'est très difficile de répondre à cette question. Des articles purement économiques? Purement non économiques. Un tiers. Non économique? Non économique, c'est-à-dire... Non économique, non, les 2 tiers. On a quand même de la politique, de la philosophie, de la critique littéraire, de la critique de film. Parce que on a interviewé Alain Laurent ici, et voilà ce qu'il avait dit. Trop souvent, les libéraux, surtout lorsqu'ils sont des économistes, ont tendance à ne voir dans la société que ce qui est d'ordre économique, que ce qui concerne la poursuite des intérêts liés au libre marché. Est-ce que cette critique-là, tu y es sensible ou pas? Oui, absolument. C'est la critique de l'économisme. Il a entièrement raison. Penser qu'on ne peut comprendre la réalité qu'avec les outils économiques, c'est un vice auquel il ne faut pas céder. Et donc, qu'est-ce que ça signifie, le libéralisme, si on sort de la sphère économique? Bon, liberté d'expression, ça on l'a dit. Oui. Quoi d'autre? Les contre-pouvoirs, les médiateurs de la société, tout le libéralisme politique en fait. Donc, la liberté d'expression s'y rattache. Liberté de la presse. La liberté de la presse. Mais surtout, en fait, toutes les institutions
tous les contre-pouvoirs, tous les médiateurs du pouvoir, donc tout ce qui va être en fait entre l'individu et l'État. La société civile. Entre autres, la société civile, mais aussi toutes les institutions, dont la presse notamment. La justice. La justice est une institution. Oui. Est-ce qu'il faut élire les juges selon un libéral? Oh, je n'ai pas de réponse à la question. On voit qu'aux États-Unis, ça pose pas de problème. Il faut que la justice soit indépendante. Alors, est-ce qu'elle serait plus indépendante ou moins indépendante si les juges étaient élus? Pas évident. Actuellement, on a une justice qui, au niveau de l'indépendance, n'est pas si critiquable que ça, même si on aura toujours des gens qui critiqueront. Bon. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a surpris récemment, c'est de voir des libéraux défendre le nucléaire. Alors, le nucléaire, c'est quand même le bébé de l'État. Comment est-ce que des gens comme Alain Madelin, par exemple, pour qui vous devez avoir une estime quand même importante, défendent le nucléaire qui est complètement étatisé aujourd'hui? Alors, on peut l'expliquer de plusieurs façons. Alors, moi, j'ai été assez touché par une argumentation qu'on m'a opposée quand j'ai critiqué le nucléaire, qui est que le nucléaire, oui, c'est dangereux, ça fait des déchets qui durent très longtemps. Mais si on prend un regard purement objectif, le nucléaire, c'est beaucoup moins de morts que, par exemple, les barrages. Puisque quand un barrage pète en Chine, 3000 morts, voire 300 000. Et ça fait au final beaucoup plus de morts que le nucléaire. Donc, il faut être modéré sur cette question. Je comprends qu'on puisse défendre le nucléaire de ce point de vue-là. Même en tant que libéral? Alors oui, les libéraux devraient critiquer le nucléaire parce qu'effectivement, on ne connaît pas le coût du nucléaire. On dit que c'est une technologie pas chère, mais en fait, plein de coûts sont cachés par l'intervention de l'État qui assure en fait la garantie, qui assure les risques, qui assure les frais de construction, les fondamentaux, qui assure la formation du personnel, qui assure la formation scientifique. Donc quel est le coût réel du nucléaire? On ne connaît pas par rapport aux autres technologies. Donc de ce point de vue-là, le nucléaire, c'est extrêmement critiquable. Mais de l'autre, il ne faut pas non plus céder à la mode. Il y a eu un problème nucléaire au Japon, oui. Et bien, ça ne veut pas dire qu'on doit tout balancer le nucléaire français. Donc aujourd'hui, les libéraux, je ne sais pas si on peut parler des libéraux d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'écoles, mais qu'est-ce qu'ils avancent comme solution, disons? Peut-être la privatisation, le libre choix par le consommateur. En France, le consommateur a très peu de choix pour choisir son énergie. Ça se fait un petit peu, mais pas beaucoup. Si on permettait aux Français de choisir l'énergie qu'ils veulent, via le choix entre les opérateurs ou pas, et ben, peut-être qu'on aurait une énergie plus légitime. Parce que ce ne serait pas l'État qui dit tout nucléaire ou moitié nucléaire ou pas nucléaire du tout, ce serait une politique qui s'adapterait en fonction de la demande des clients. Si les Français pensent que c'est important d'avoir nucléaire, que c'est souhaitable, parce que ça a aussi des portées militaires, et ben, qu'ils achètent du nucléaire. Et ceux qui ne veulent pas de nucléaire, et qui soutiennent donc la privatisation, ceux qui sont tous ces verts qui ne veulent pas de nucléaire, qui soutiennent les privatisations, qui soutiennent la liberté du commerce et qui permettent aux clients d'aller se fournir ailleurs que chez EDF, quand EDF préconise du nucléaire, par exemple. Mais c'est là où on voit qu'ils ne sont pas libéraux, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas conséquents, surtout. Parce que moi, si j'étais écolo, que je ne veux pas de nucléaire, je demanderais la fin du monopole d'EDF. Mais justement, eux, ils disent, enfin certains d'entre eux en tout cas, disent, mais depuis que EDF n'a plus le monopole, parce que déjà, en partie, il n'a plus, les prix ont augmenté. Alors, ça marche pas. Ah, mais c'est un autre angle d'attaque, là. Alors, est-ce que c'est un problème de prix? Est-ce que c'est un problème de... Alors, concernant le marché électricité, c'est quand même un marché spécial, je ne suis pas spécialisé là-dessus, donc je ne pourrais pas t'en parler énormément. Mais ce que défendent les libéraux, ce sera la liberté de choix. Même celle de rester auprès d'EDF, s'ils veulent. Ouais, c'est ça. Parce que, est-ce que il y a quand même des secteurs où l'État doit rester, par exemple, il y a beaucoup de polémiques sur les trains. Oui. En Angleterre, est-ce que la privatisation a apporté tant de choses que ça, finalement? Est-ce qu'il n'y a pas eu plus d'accidents ou... Alors, concernant la privatisation de la Britannique, je vous conseille l'article qu'on a publié in fine. C'est pour ça que j'en parle un peu. Donc, c'est un article qui est publié à la fin du livre et qui a été écrit pour le best-of spécialement. Donc, les mythes sur la libéralisation des trains britanniques. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Eh bien, c'est un article qui montre que cette histoire selon laquelle il y aurait beaucoup plus d'accidents, voire même qu'il y en aurait plus d'accidents sur une britannique que sur une française, est juste tout simplement faux. C'est faux. Voilà, c'est faux. Et alors, qui a inventé ces statistiques? Ah, mais les statistiques, justement, c'est ce qui montre que c'est faux. C'est à partir des statistiques qu'on montre que c'est faux. Alors ensuite, des Français pourront opposer que
que c'est pas comparable, puisque les statistiques françaises prennent en compte ceci, cela, les statistiques anglaises prennent ceci, cela. Alors c'est les statistiques Eurostat. C'est Donc, ça. c'est censé quand même des statistiques un peu normalisées. Les études Et d'après les d'Eurostat études d'Eurostat, montrent une diminution du nombre d'accidents ferroviaires depuis la privatisation. Oui. Donc je renvoie au livre pour les détails, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on nous sert à longueur de temps. Donc toi tu dis aujourd'hui les médias sont antilibéraux aujourd'hui? ah oui, tout à fait. Parce qu'on nous dit qu'ils sont détenus par des affreux capitalistes, Bouygues, Bolloré... C'est pas parce qu'ils sont détenus par des capitalistes déjà qu'ils seront pro-capitalistes, d'une part, et d'autre part, ça ne veut pas dire qu'ils sont libéraux. On peut être très bien être un capitaliste antilibéral, c'est tout à fait possible. C'est ce que Ayn Rand appelle le crony capital? Tout à fait. Donc, Capitalisme. le capitalisme des corporations, le capitalisme des oligarchies. Ouais. Mais Ce capitalisme, finalement, qui s'accommode d'un État qui ne libéralise pas, mais qui privatise. Et qui transfère en fait ses prérogatives à certaines entreprises privées, à charge pour elles de faire le sale boulot de récolter l'argent qui vont ensuite reverser à l'État. Et alors, il y a une autre question qui me vient, à laquelle je n'avais pas pensé là dans la préparation, mais est-ce que selon toi on peut être libéral et patriote? Bien sûr. Ouais. Comme on peut être libéral et Alors libéral et nationaliste, ce serait difficile. Encore que, pourquoi pas. Ouais. Mais libéral et patriote, ça ne pose pas de problème. Même beaucoup de libéraux sont libéraux parce que ils ne font pas du tout l'apologie de l'individu surhomme prométhien, mais parce qu'ils pensent que c'est dans l'intérêt général, que c'est bien commun d'adopter des mesures libérales, que ça profitera à la France, aux Français. C'est ça, mais beaucoup, les libéraux sont très attaqués sur le fait que ce seraient des capitalistes qui peuvent aller dans un pays ou dans un autre selon les prix, etc. Ça, oui. Ah oui, ça, on l'entend à longueur de temps. Donc est-ce qu'il n'y a pas une part de vrai quand même? Non. Bon. Non, mais c'est commode de s'expliquer les théories libérales comme ça, de penser que ce serait la théorie au service des puissants, des riches, des gens qui n'ont pas d'attache. Non, c'est une rationalisation. Alors, dans la suite de cette question, on a interviewé un chef d'entreprise, Yves Bonta, qui était un ouvrier et qui a créé une entreprise qui a créé 1800 emplois. Bon. Mais la plupart de ces emplois, il les a créés à l'étranger. Et lui, il dit, finalement, les délocalisations, c'est normal et c'est même une bonne chose parce que ça va élever le niveau de vie des pays étrangers. Oui. Donc, il s'étonne même, et c'est un paradoxe qu'il soulève, que la gauche soit contre le fait que les pauvres soient moins pauvres et les riches moins riches. Bah, la grosse difficulté des délocalisations, c'est que quand il y a une délocalisation, c'est un drame humain qui se voit énormément. Alors que quand des entreprises créent un emploi par-ci, un emploi par-là, ça se voit beaucoup moins. Et on ne verra pas aussi que les ressources obtenues par la délocalisation permettront de créer de nouveaux emplois qui seront d'ailleurs souvent beaucoup plus qualifiés, mais aussi faciles, en ce sens qu'ils sont moins physiques. C'est-à-dire que... Plus humain, alors. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, on peut regretter qu'il y ait plus de McDonald's, mais est-ce que c'était mieux d'avoir des mineurs? Donc, c'est vraiment comparable? Oui. Ouais. Ben, on perd les emplois du premier secteur primaire, et on a de plus en plus d'emplois dans le secteur tertiaire, donc des emplois qui sont parfois vendeurs de téléphone, McDo, ce genre de choses. Avant, est-ce que c'était plus marrant d'être en train de filer, tisser ou de miner dans une mine? C'est pas évident. Même si travailler au McDonald's, c'est pas non plus terrible. Oui, mais je préfère travailler au McDo que travailler dans une mine. Dans une mine, oui. Alors, tu parles de McDonald's, c'était ma dernière question justement. Est-ce que le libéralisme n'est pas en partie la cause des critiques qu'il reçoit? C'est-à-dire que, bon là j'ai amené un livre, on parlait de McDonald's, mais on pourrait aussi parler du tabac. Oui. Il y a un livre qui est sorti récemment aux États-Unis qui fait un tabac, c'était facile, hein, et qui démontre que tous ces capitalistes, en l'occurrence, tous ces chefs d'entreprise de multinationales du tabac, se sont entendus en 1953 pour dire, ben voilà, on va dire à tout le monde que le tabac est inoffensif et tout le monde va nous croire, et ça n'a pas loupé. C'était fait avec une autre entreprise qui est Hill & Knowlton de communication. Oui, ça n'a pas été fait aussi avec le neveu de Freud, une histoire sur ça. Peut-être. J'ai pas encore tout lu. Mais l'idée, c'est, est-ce que, par exemple, ça, ce sont des entreprises, hein. Oui. L'État, alors, ils peuvent faire du chronicapitalisme, ça c'est sûr, ils en font, mais puisque l'État aussi touche énormément de taxes grâce au tabac. Voilà. Bon, je t'enlève. Mais malgré tout, ce sont des entreprises qui commettent des délits à longueur de temps, parce que c'est une drogue. Ils expliquent que 90% des fumeurs cherchent à arrêter de fumer mais n'y arrivent pas. Et justement, on a la preuve maintenant que les capitalistes en question ont augmenté les doses pour empêcher les gens de pouvoir arrêter. Ah, intéressant. D'accord. Eh bien, tu m'apprends ce détail, d'accord.
Donc, quelle est ta question? Ben, la question, c'est comment est-ce qu'un libéral peut concevoir que le libéralisme produise aussi des millions de morts, là, en l'occurrence. Que le libre marché produise des produits dangereux. Alors moi, je ne pense pas que ce soit le libre marché qui produise la cigarette, c'est une association entre le libre marché et l'État qui produisent ensemble un produit qui leur permet de se faire un gain à chacun des deux. Le capitaliste voit qu'il peut gagner de l'argent en vendant du tabac, il le vend. Et l'État voit qu'il peut taxer, donc il dira je taxe pour augmenter le prix pour que les gens arrêtent. Mais en fait non, il taxe parce qu'il veut de l'argent. Ensuite, comment faire pour ne pas avoir ces difficultés? Ça renvoie à toutes les problématiques qui disent qu'un régime libéral ou démocratique a besoin d'une forte moralité pour subsister. C'est-à-dire que le régime libéral ne pourra pas interdire des drogues comme le tabac, et donc il faut chercher cette interdiction dans d'autres sources, et donc c'est dans la moralité. Et là on tombe dans un paradoxe, puisque la moralité n'est pas du tout valorisée actuellement. Qu'est-ce que tu entends par moralité? Les comportements moraux, donc tous ceux qui sont défendre son prochain, ne pas faire du tort à autrui, ne pas adopter un comportement mauvais pour soi et pour les autres, c'est tout ça la moralité. Alors là, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment le libéralisme, là, qui vont hurler en disant mais c'est pas possible, c'est pas ça le libéralisme. Le libéralisme, c'est la destruction de l'autre, c'est la concurrence, l'hyperconcurrence, c'est écraser l'autre, c'est tout ça. Beaucoup de monde pense ça, et même des libéraux parfois le pensent. Ils pensent que c'est finalement la recherche de son intérêt sans le moins complexe, et puis la main visible est là pour organiser tout ça. Alors si on reprend un petit peu la base, donc on va revenir à la base, c'est résumé très bien par la fameuse citation d'Adam Smith, donc à savoir, ce n'est pas la bienveillance de notre boucher que nous attendons de notre viande, ce n'est pas la bienveillance de notre boulanger que nous attendons de notre pain, non, nous nous adressons à leur self-love. Et en français, c'est amusant, on a traduit ça par égoïsme. Alors qu'en fait, self-love, ce qui est utilisé donc par Adam Smith, c'est juste l'amour de soi, mais sans que ça se fasse au détriment des autres. Donc l'idée du libéralisme chez Adam Smith, c'est que les intérêts particuliers se conjuguent pour parvenir à l'intérêt général, mais c'est un intérêt particulier qui n'est pas égoïste. C'est l'intérêt particulier, tu cherches ton intérêt sans chercher le mal d'autrui, et le bien général se produit. Ce n'est pas la recherche de l'intérêt égoïste qui produit l'intérêt général, c'est la recherche de son intérêt. Et en même temps, Ayn Rand parlait de vertu d'égoïsme quand même. Alors Ayn Rand, c'est spécial. Ayn Rand, c'est le libertarianisme. Elle disait, oui c'est vrai, elle disait vraiment que c'est la recherche, c'est l'égoïsme. Oui. Enfin, pas n'importe quel égoïsme, mais oui, un égoïsme comme tu viens de le définir. Voilà. Maintenant, est-ce que par exemple la souffrance qu'il y a au travail dans des entreprises libérales, par exemple, quand on travaille en open space, ça c'est pour augmenter la productivité, et finalement on se rend compte que ça baisse la qualité de vie des travailleurs, on demande toujours. Alors ça c'est une grande critique et faux libéralisme, c'est savoir que les conditions de travail se durcissent en permanence, et c'est la photolibéralisme. Alors là, je pense que c'est vraiment faux. Je pense que ce qui fait que les conditions de travail augmentent, c'est qu'il y a une immanence du marché du travail, qui fait que le prix du travail est fixé par la conjonction de l'offre et de la demande, et que si on décide arbitrairement de donner des droits supplémentaires aux salariés, notamment des droits salariaux, et ben cela se récupère d'une autre façon, par de la souffrance au travail, par du stress, parce qu'on va presser les employés pour justement produire davantage pour ce pourquoi ils sont payés. Et donc le pendant des acquis sociaux, c'est toujours finalement d'augmenter la charge de travail. Est-ce qu'on voit, est-ce qu'on ne voit pas? Oui, d'accord, si tu veux. Mais par exemple, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 35 heures? C'est passé l'annualisation du temps de travail, et la flexibilité, et l'augmentation du stress. Et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'au nom des bons sentiments, finalement, on arrive... C'est le paiement des politiques socialistes. L'augmentation du management au mauvais sens du terme, et l'augmentation de la pression au travail, c'est parce qu'on paye les droits qu'on a acquis politiquement. Mais ce n'est pas du tout l'application d'être libéral. Parce que, est-ce que pour toi, comme pour beaucoup de libéraux, je pense à Pascal Salin par exemple, est-ce que le libéralisme est une théorie pure et parfaite? Alors, parce que, est-ce qu'on peut lui reprocher quand même des choses? Oui, mais moi de toute façon je ne la définis pas comme une théorie pure et parfaite. D'ailleurs, je n'utiliserai pas les mots pur et parfait qui sont du jargon européen. Qu'est-ce qu'on peut reprocher au libéralisme? On peut lui reprocher de n'être qu'un système parmi d'autres, mais un système qui explique à mon avis mieux la réalité que les autres. Ensuite, je ne définis pas le libéralisme comme une théorie parfaite, je le définis comme l'apologie de la liberté, l'apologie de la recherche de l'intérêt bien compris entre personnes pour générer l'intérêt commun, préférer l'organisation spontanée de la société à une organisation délibérée par l'État, préférer finalement comprendre la limitation, comme le dit Hayek, comprendre la limitation de la nature, des connaissances humaines, qui fait qu'il doit s'en remettre au droit naturel, à des mécanismes qui sont dessus de lui,
à faire confiance aux autres aussi. Bon. Ben, on a envie d'y croire, hein, de toute façon, parce que toi, tu dis aujourd'hui, la politique libérale n'est pas appliquée en France. Non. Du tout? Par exemple, quand le gouvernement privatise, qu'est-ce qu'il fait? Il libéralise ou il privatise? Non, il libéralise pas. Il va créer des quasi-cartels légaux qui va pouvoir fonctionner. France Télécom, par exemple? France Télécom, oui. Donc les antilibéraux vont dire, regardez, les capitalistes s'enrichissent sur nos dos, c'est le libéralisme. Bah non. Déjà, le premier gagnant de toutes ces affaires, c'est l'État. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il fait ça pour avoir des sous et pour garder la main sur le capitalisme. Qu'est-ce que c'est le libéral? La Poste, pareil? La Poste, pareil. De toute façon, si l'État privatise, il ne faut pas se faire d'illusions. Il fera pareil, il va déléguer des licences, et puis il taxera à fond, et avec cet argent, il fera des grandes politiques sociales. Voilà. Donc c'est bizarre, hein, il privatise, mais c'est pas la rupture politique d'État. Oui, la part de l'État dans l'économie cesse d'augmenter. Ça, c'est la grande contradiction. C'est ce que ne veulent absolument pas voir les antilibéraux. Ils ne voient pas que la part de l'État augmente chaque année dans l'économie française. Bon, nous, on va pas se cacher, on est plutôt libéraux ici. Oui. On l'est pas complètement, pas autant qu'à Contrepoint, parce que voilà, on donne la parole, c'est vrai, à des gens qui pensent différemment de nous, et du coup, je pense qu'on se fait aussi influencer. À Contrepoint aussi, on donne la parole à des gens différents de nous, mais au sein des libéraux. Voilà, et c'est une très grande variété de libéraux, tu sais. Ça, c'est sûr. Mais disons, quand on donne la parole, par exemple, à quelqu'un d'attaque, il va venir avec des arguments souvent sincères, parfois solides, parfois... Je crois à la sincérité des adversaires politiques. Voilà. Et du coup, au bout d'un moment, une idée comme le protectionnisme pourra être vue positivement sous certains aspects. Voilà, tout dépend des critères qu'on reçoit. Oui, surtout si on oublie de voir le pendant négatif. Oui, forcément, mais justement, quand on donne la parole à tout le monde, on fait sa propre synthèse. Donc, Oui, c'est normal, parce que quand une personne s'exprime, elle expose non pas simplement ses idées, non pas simplement des faits en sa faveur, mais expose surtout son système. Et puis on l'écoute, puis on se glisse dans son système, et puis on est d'accord avec elle. Donc il ne faut pas que je trouve que je t'écoute, sinon... Ouais, c'est ça. On va peut-être arrêter là cette interview, alors non? Comme tu veux. Non, c'était très intéressant, et moi je recommande la lecture de Contrepoint. On reprend souvent des articles, enfin on reprend pas, mais on relaie des articles de Contrepoint dans notre revue de presse. Donc, en tout cas, ça apporte, c'est vrai, un air frais, parce qu'il faut bien reconnaître... Oui, c'était ça ma question, pardon, j'en suis sorti, mais si les faits sont de votre côté, admettons un instant que les faits sont de votre côté, comment ça se fait que le libéralisme soit aussi mis de côté, si je me place du côté des libéraux? Enfin... Nos interprétations ne sont pas à la mode. À la mode, ouais. Il faut voir aussi qu'il y a eu une crise, et que cette crise s'est déclenchée au moment où les casseurs d'antilibéraux étaient à leur sommet. Et donc, cette crise a été expliquée comme une défaite du libéralisme, alors que c'était une crise de la dette, et que cette dette était un phénomène irrésistible, que la crise de la dette allait tomber un jour ou l'autre, comme l'avaient annoncé les libéraux. Donc là, tu penses qu'avec ce qui se passe en Grèce et dans d'autres pays, et notamment en France, la mode va s'inverser? Pourquoi? On ne sait pas. Pas forcément. Ouais. Actuellement, la mode, c'est d'interpréter les événements contre les libéraux. La mode va peut-être changer. Ouais. On espère peut-être qu'on peut convaincre des gens aussi. Voilà, visuellement, ça marche. C'est le but de Contrepoint, en tout cas. C'est aussi votre but. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Rano, d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Et à très bientôt dans une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir.